effectue sa première visite d'État au Laos depuis son entrée en fonction. À la suite à la cérémonie d'accueil officielle, les deux présidents se sont entretenus. Le Premier ministre Phạm Minh Chính participe à un sommet virtuel sur l'action climatique. À Ho Chi Minh Ville, le Palais de l'Indépendance est l'un des sites historiques emblématiques de la victoire du 30 avril 1975. Ces jours-ci, l'ambiance est remplie de joie et de fierté. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce jeudi après-midi, le secrétaire général To Lâm a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne au Vietnam, Julien Guerrier. Le leader du PCV a souligné que dans le contexte complexe de la situation géopolitique et commerciale mondiale, le Vietnam et l'UE doivent renforcer leur coopération et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans l'harmonie des intérêts réciproques. To Lâm a également suggéré que les deux parties renforcent leur coopération dans le cadre ASEAN-UE, garantissant la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale, une zone d'importance stratégique pour le commerce mondial. De son côté, l'ambassadeur Julien Guerrier a affirmé le rôle et la position grandissante du Vietnam, soulignant que l'UE souhaiterait promouvoir la coopération avec le Vietnam dans les domaines des infrastructures, des transports, des énergies renouvelables, de l'aviation, de l'espace, des télécommunications et de la transformation verte. Sur invitation du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire Lao et président laotien Tran Luân Sisulit, le président vietnamien Lương Cường a entamé ce jeudi après-midi une visite d'État de 2 jours au Laos. Cette première visite officielle de Lương Cường au Laos depuis son entrée en fonction témoigne de l'importance stratégique qu'Hanoï accorde à ses relations avec Vientiane. À la suite de la cérémonie d'accueil officielle, les deux présidents se sont entretenus, réaffirmant leur volonté de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales, notamment dans la défense, sécurité, le commerce et l'investissement. Actuellement, le Vietnam compte 267 projets d'investissement au Laos pour un capital total enregistré de 5,63 milliards de dollars. Et en 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a atteint 2,25 milliards de dollars. Les deux pays se sont déterminés à porter le commerce à 5 milliards de dollars dans les années à venir. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé mercredi à un sommet en ligne sur l'action climatique organisé conjointement par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Dans son intervention, le chef du gouvernement vietnamien a appelé à une coopération internationale renforcée pour faire face au changement climatique. Tout de suite, compte rendu. Régionales, notamment le secrétaire général et président de la Chine, le président de la France, ainsi que les présidents de... Le sommet a réuni les dirigeants de nombreux pays et organisations régionales, notamment le secrétaire général et président de la Chine, le président de la France, ainsi que les présidents de l'ASEAN, de l'Union européenne et de l'Union africaine. L'Asie du Sud-Est compte 2 représentants invités, le Vietnam et la Malaisie, qui assumera la présidence de l'ASEAN en 2025. Prenant la parole lors de la conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que le changement climatique affectait gravement et profondément chaque pays et chaque personne, mais que les actions climatiques sont encore loin des objectifs de l'accord de Paris. Réitérant les points de vue du Vietnam soulevés lors de la conférence COP26, le Premier ministre a appelé les pays à agir plus fortement et à libérer des ressources pour la réponse au changement climatique. Le Vietnam met en œuvre de toute urgence des actions climatiques de manière synchrone, globale et planifiée, améliorer continuellement les institutions,
les mécanismes et le cadre juridique nécessaires à la transformation verte, y compris le plan national, le plan directeur de l'énergie, les stratégies de développement des industries clés, et les documents visant à éliminer les difficultés dans le secteur de l'énergie. Nous accélérons la mise en place du plan d'énergie verte, la promotion du partenariat public-privé, le mécanisme d'échange direct d'électricité autoproduite et autoconsommée. En particulier, nous nous concentrons sur les projets de soutien en faveur des zones directement touchées par le changement climatique. Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est pionnier dans la fourniture d'énergie renouvelable. Ses efforts en matière de promotion d'une agriculture verte durable sont appréciés par la communauté internationale, notamment le projet d'1 million d'hectares de riz spécialisé de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mekong. Le Vietnam est un membre actif et responsable de la plupart des mécanismes multilatéraux et des initiatives majeures en matière de croissance verte et de transition énergétique. Lors de cette conférence, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam resterait fidèle à son objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Pour ce faire, le Vietnam espère continuer à bénéficier d'une coopération étroite et d'un soutien efficace de la part de la communauté internationale. Sous l'égide du président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn, le comité permanent de l'Assemblée nationale a poursuivi aujourd'hui sa 44e session. Donnant ses avis sur le projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles de la loi sur les entreprises, le comité permanent a souligné que cette loi devrait faciliter les entreprises et promouvoir le développement du secteur privé. Les entreprises privées ont besoin de davantage de soutien en matière d'accès au capital, au foncier, à la technologie et au marché afin d'améliorer leur compétitivité. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a aussi examiné le rapport du gouvernement sur les pratiques d'épargne et la prévention du gaspillage en 2024. Afin d'accroître la capacité des sources d'énergie, le gouvernement a officiellement approuvé le plan énergétique 8 révisé qui fixe un objectif de capacité énergétique nationale à plus de 183 000 MW d'ici 2030. Le plan vise également à développer fortement les énergies renouvelables. La part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables devrait atteindre 28 à 36% avec la mise en service de 2 centrales nucléaires. Selon les scénarios de croissance proposés d'ici 2030, la capacité énergétique totale du système augmentera de plus de 2 fois par rapport à aujourd'hui, ce qui signifie que plus de 10 000 MW de nouvelles sources d'énergie devront être mises en service chaque année. En mettant l'accent sur le développement de projets d'énergie renouvelable et de nouvelles sources d'énergie, les centrales nucléaires Ninh Thuận 1 et 2, d'une capacité de 4 000 à 6 400 MW, seront intégralement mises en service d'ici 2030, contribuant ainsi à assurer une source d'énergie de base stable. L'objectif de l'ajustement du plan énergétique 8 est d'une part d'accroître les sources d'énergie renouvelables afin de disposer d'une réserve pour certaines sources d'énergie du réseau et d'autre part d'introduire l'énergie nucléaire à une échelle de 4 000 à 6 000 MW. Nous devons également prendre en compte et apprendre des modèles des pays expérimentés. Le gouvernement vietnamien déploie d'importants efforts pour développer les industries, notamment les hautes technologies, l'IA et la construction de centres de données. Presque tous les secteurs ont un besoin urgent d'énergie. Donc promouvoir le développement énergétique est nécessaire. Selon l'évaluation, l'intégration des sources d'énergie propres et de l'énergie nucléaire est appropriée et répond aux besoins de croissance à venir, mais avec un délai de mise en œuvre de plus de 5 ans. Outre les solutions technologiques, le processus d'investissement doit être ajusté. Nous devons disposer d'une réglementation très précise sur les types de licences pour les centrales nucléaires, de l'emplacement à la conception, en passant par la construction et l'exploitation expérimentale. Sur cette base, les licences leur seront délivrées pour leur exploitation, évitant ainsi les retards dus à la lenteur de nos procédures juridiques.
Pour atteindre les objectifs fixés dans le plan énergétique 8 révisé, on estime que le total des investissements dans le secteur de l'électricité sur la période 2026-2030 nécessitera environ 136 milliards de dollars. La mobilisation de sources de capitaux extra-budgétaires est donc indispensable pour alléger la pression sur l'économie. Les exportations de riz vietnamiens sont plein d'essor dans un contexte de demande mondiale croissante et de hausse des prix. Le Vietnam affiche les prix du riz les plus élevés au monde, surpassant même la Thaïlande et l'Inde. Le riz à 5% de brisure, le riz long grain et le riz haut de gamme du Vietnam sont tous légèrement plus chers que ceux des autres pays, de quelques dollars par tonne. Cependant, les exportateurs vietnamiens restent prudents quant à la signature de nouveaux contrats. Cet exportateur de riz expédie généralement environ 500 000 tonnes par an et vise à porter ce volume à 600 000 tonnes cette année. La hausse des prix ces derniers jours a renforcé son optimisme. La bonne qualité et le prix raisonnable du riz vietnamien le rendent attractif sur des marchés comme les Philippines, l'Indonésie et l'Afrique. Même les acheteurs asiatiques les plus exigeants s'intéressent désormais de plus en plus au riz vietnamien. Le riz vietnamien à 5% de brisure se vend actuellement entre 397 et 410 dollars la tonne. Le riz long grain légèrement parfumé se situe entre 520 et 530 dollars la tonne, tandis que le riz haut de gamme atteint jusqu'à 1200 dollars la tonne, soit le prix le plus élevé parmi les concurrents mondiaux. Les exportateurs ont constitué des stocks suffisants pour répondre aux contrats signés. Les stocks restants seront conservés en attendant une hausse des prix du riz, ce qui permettra aux entreprises de réaliser de meilleurs profits. Les prix actuels sont relativement bons, mais pas idéaux. Nous prévoyons une nouvelle hausse prochaine du prix du riz de 10 à 50 dollars la tonne. La récolte d'hiver-printemps est presque terminée. La prochaine récolte d'été-automne n'arrivera qu'en juillet. Les acheteurs sont conscients de cet écart, je pense donc que les prix resteront stables. Améliorer la qualité des produits et promouvoir le segment du riz haut de gamme est actuellement la stratégie des entreprises. L'expansion du marché contribue également à accroître la valeur des produits à base de riz vietnamien. Par ailleurs, la demande de riz vietnamien sur les marchés traditionnels est toujours élevée et stable. C'est également un atout pour le développement futur de l'industrie rizicole. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le Vietnam salue chaleureusement la participation des forces militaires du Laos, du Cambodge et de la Chine au défilé célébrant le 50e anniversaire de la réunification nationale. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hằng, lors d'une conférence de presse tenue cet après-midi à Hanoï. La porte-parole a affirmé que la participation des forces armées laotiennes, cambodgiennes et chinoises démontre la solidarité, l'amitié et la coopération de plus en plus forte entre le Vietnam et ces pays. Elle a déclaré que la victoire du 30 avril 1975 était une victoire de conscience et de justice, mettant fin aux pertes et à la douleur non seulement pour le peuple vietnamien, mais aussi pour d'innombrables familles américaines. C'est aussi l'occasion d'honorer les valeurs éternelles de paix, de réconciliation et de guérison.
toujours en célébration des 50 ans de la réunification nationale, plus de 30 images, documents et objets illustrant la victoire de la guerre de résistance contre les États-Unis sont exposés au musée Ho Chi Minh à Hanoï. Intitulée « Un pays plein de joie », l'exposition comprend 3 espaces avec les thèmes « Aspiration à la paix », la grande victoire du printemps 1975 et le Vietnam, atteindre de nouveaux sommets. Rappelant les moments forts de la guerre de résistance contre les États-Unis, cette exposition thématique renforce aussi la confiance de tout le peuple dans la direction du parti à l'ère de l'accession nationale. Chaque année, à l'approche du 30 avril, les Vietnamiens sont remplis d'enthousiasme, de fierté et de gratitude. À Ho Chi Minh Ville, des drapeaux rouges à l'étoile jaune flottent partout. L'un des lieux historiques où l'on ressent le plus concrètement l'atmosphère de fierté et d'émotion est le Palais de l'Indépendance. C'est là que le drapeau de la victoire a été hissé il y a 50 ans, marquant le début d'une ère d'indépendance et de développement pour le peuple vietnamien. Ces jours-ci, le Palais de l'Indépendance n'est pas seulement une destination historique, mais aussi un lieu où de nombreuses personnes et touristes viennent ressentir l'atmosphère héroïque du 30 avril. Il revêt également une signification particulière pour les vétérans qui ont combattu pour la réunification du pays. À cette époque, nous avons pris les armes pour défendre notre patrie, espérant y revenir un jour. Aujourd'hui, je suis profondément ému. Dans des moments comme celui-ci, je me souviens des épreuves et des gloires du passé, ainsi que de mes camarades. J'ai été témoin des campagnes de Quan Chi Chi Tien et de Buon Me Thuo, ainsi que de la libération du Sud. À l'époque, la population accueillait avec enthousiasme l'armée de libération. De retour ici aujourd'hui, je suis ému et surpris. Chaque année, à l'occasion de la journée de la réunification nationale, le Palais de l'Indépendance devient un lieu incontournable, source de fierté et de joie pour tous. J'ai 101 ans. Je suis arrivée ici en 1993. Cet endroit est très différent de ce qu'il était autrefois. Il y a beaucoup de monde. Je suis heureuse d'y revenir. Aujourd'hui, je suis arrivée ici avec beaucoup d'émotions. Je suis très fière de ma patrie et de mes ancêtres. Je me souviens encore des mérites d'Onclos. De nos jours, l'atmosphère du Palais de l'Indépendance est remplie de mélodies rappelant la patrie. Les paroles simples et sincères se mêlent à la joie de l'unification. En ce moment, le passé glorieux et le magnifique présent s'harmonisent, répandant la fierté et la joie d'un Vietnam unifié et prospère. Durant la guerre de résistance contre les États-Unis pour la réunification nationale, le peuple vietnamien a reçu un soutien inestimable de la part de ses amis internationaux. Le monde entier s'est uni pour lutter contre la guerre et soutenir le Vietnam sous de nombreuses formes. À la fin de la guerre, beaucoup d'amis étrangers, y compris les Américains, ont continué à contribuer à la reconstruction et au développement du Vietnam. Durant ces journées historiques d'avril, ils sont venus se joindre à l'ambiance joyeuse de la grande fête du peuple vietnamien. John McAuliffe est venu plus de 50 fois au Vietnam depuis 1975 et chaque fois, il passe du temps à se promener autour du lac Hoan Kiem. C'est là où, lors de sa première visite à Hanoï, il a été témoin du moment historique du peuple vietnamien, se joignant à l'atmosphère joyeuse de la réunification nationale du Vietnam le 30 avril 1975. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour du lac. De nombreuses personnes marchaient en jouant des instruments de musique. Tout le monde descendait dans les rues. Quand nous sommes arrivés, ils étaient encore en train d'accrocher des banderoles et des décorations.
Quelques instants plus tard, des journalistes étrangers sont également apparus. Les gens m'ont fait monter sur un camion et nous avons fait le tour du lac. Militant de longue date pour le mouvement anti-guerre aux États-Unis, Marc Olive a fondé et dirigé après 1975 le Fonds de réconciliation et de développement. Ce fonds se concentre sur des projets de connexion et de développement contribuant à la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis. Ce système servant à couvrir les stèles du Temple de la littérature de Hanoï est l'un des projets financés par le FRD. Bien que je sois maintenant à la retraite, je continue le travail que j'ai fait dans le passé, qui consiste à mettre en relation le Vietnam et les États-Unis, en facilitant l'éducation et les échanges professionnels entre les étudiants et les professeurs vietnamiens et américains. De retour au Vietnam cette fois-ci, John est accompagné de plus de 10 autres Américains. Ils étaient tous de vieux amis qui ont participé activement au mouvement anti-guerre et ont contribué à soutenir le Vietnam en temps de paix. Pour moi, la chose la plus importante que nous avons faite a été de contribuer à la transformation de l'atmosphère politique entre les deux pays, de ne rien vouloir en rapport avec le Vietnam, à pouvoir aider au processus de normalisation. Le processus de renouveau a ouvert la porte à la créativité du peuple vietnamien dans de nombreux domaines tels que l'éducation, les affaires. C'est pourquoi, chaque fois que je viens au Vietnam, je suis très heureux de ressentir la valeur de ce que nous avons fait pour contribuer à la fin de la guerre ainsi qu'au lien actuel entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam fait partie des 10 plus grands pays consommateurs de café. En moyenne, un Vietnamien consomme environ 5 à 6 kg par an. À Hanoï, la capitale du Vietnam, la culture du café a apparu il y a 75 ans. Et en plus de ces sites historiques et culturels, Hanoï est une destination incontournable pour ceux qui aiment la riche saveur du café, avec un choix de quelques 40 000 boutiques de café à leur choix. Découvrons sans plus tarder l'histoire et les saveurs uniques du café de Hanoï. Des tasses de café imprégnées de culture traditionnelle, combinées à une infusion créative et à l'ambiance branchée créée par la jeunesse, toutes ces qualités contribuent au mélange unique de saveurs traditionnelles et modernes du café de Hanoï. Giang Café est l'un des cafés les plus connus de Hanoï. Son café aux œufs reflète la créativité des Hanoïens dans l'art du café. À partir d'une idée créative, en ajoutant une saveur légèrement unique, comme le jaune d'œuf, Giang Café a maintenu sa réputation pendant plus de 75 ans. Nguyễn Ngọc Tiến est un écrivain qui a passé plus de 30 ans à faire des recherches sur le vieux Hanoï et a apporté une contribution significative à faire découvrir les traditions du café de la capitale. Le premier café est apparu dans la rue Chan Tien. Cette rue s'appelait autrefois rue Hon Cam, ce qui signifie la rue spécialisée dans l'incrustation de nacre. Le café s'appelait Bray, la propriétaire était une Française. Mais à son ouverture, il ne servait pas les Vietnamiens mais les soldats, officiers et fonctionnaires français. La tendance à boire du café a vraiment commencé dans les années 1930 à 1940. La classe moyenne était plus grande, il y avait de grands capitalistes. Des riches et beaucoup de gens ayant étudié à l'étranger en France et en Europe sont revenus. À cette époque, pour eux, le café était une boisson très familière et boire du café. Alors, quelle est la différence entre une tasse de café français et celle à la vietnamienne? Tous les Vietnamiens qui boivent du café en Europe savent que le café européen est généralement très dilué. Cependant, le café vietnamien est plus fort. À Hanoï, on plaisante souvent qu'on boit du café pour son essence, et pas seulement pour sa saveur. C'est pourquoi le café à Hanoï est traditionnellement très fort jusqu'à aujourd'hui, ce qui implique l'utilisation d'une grande quantité de café filtre. De plus, les Hanoïens ajoutent un peu de beurre. Ils trempent une petite quantité de beurre dans le café à l'aide d'un cure-dent, ce qui lui donne un goût légèrement crémeux. Plus important encore, le beurre flotte à la surface du café et, sous la lumière du soleil, on peut le voir scintiller.
C'est très intriguant. C'est une caractéristique unique de Hanoï. Le café de Hanoï en général et le café aux œufs en particulier ont atteint un public mondial depuis l'ouverture d'un magasin à Yokohama au Japon en 2018. La chaîne CNN a également fait l'éloge de cette spécialité de Hanoï. Tout a commencé avec une petite variante du café traditionnel, une boisson encore inconnue des Vietnamiens. Elle est aujourd'hui devenue une culture du café qui attire l'attention des amis internationaux. L'héritage du café vietnamien a été préservé au cours de 8 décennies. De nos jours, la culture du café a beaucoup changé, plus proche du monde, grâce à la créativité des jeunes. Si l'ajout d'éléments culinaires comme des œufs, de la noix de coco et du sel au café peut sembler étrange aux étrangers, c'est en fait une pratique courante parmi les baristes vietnamiens pour créer des saveurs de café nouvelles et excitantes. Cette méthode d'infusion peut clarifier la saveur des grains de café et attirer un public plus large de clients qui peuvent initialement ne pas être familiers avec le goût dur et amer du café. Café au lait de coco, café aux œufs, café salé, ces variations intriguent beaucoup les touristes. De nombreux visiteurs me demandent s'ils peuvent emporter la recette du café au lait de coco. Récemment, pendant l'hiver, j'ai ajouté du gingembre au café. Cela le rend plus chaud, c'est une boisson parfaite pour la saison froide. Quand les touristes finissent leur tasse de café et qu'ils me saluent par un pouce levé, me disent « OK » ou « délicieux », je suis très heureuse parce que je contribue à faire aimer le café vietnamien aux amis internationaux. La diversité des saveurs du café a rendu la culture du café de Hanoï spéciale, étroitement liée à la créativité des Hanoïens en ce qui concerne leur boisson caféinée préférée. Après 80 ans, la culture du café à Hanoï, autrefois réservée à la classe supérieure, est devenue plus accessible au grand public. Maintenant, avec une variété de saveurs, tout le monde peut en profiter encore plus. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.